Parfois, pour vraiment saisir ce qui se passe dans le monde, il suffit de s'arrêter un instant, de prendre une loupe et de regarder une seule journée. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer le journal du 18 mars 2026 à Alger pour voir ce qu'il nous révèle sur les ambitions d'un pays et les tensions qui l'entourent. Ce qui est frappant avec cette journée, c'est qu'elle nous montre deux visages, mais alors complètement opposés. D'un côté, la promesse d'un futur en construction, plein d'ambition, et de l'autre, des tensions régionales à fleur de peau qui menacent d'exploser. C'est ce grand écart qu'on va explorer ensemble. Allez, on commence par le premier grand thème, le tournant économique que l'Algérie est en train de prendre. On va voir comment le pays mise sur des projets vraiment massifs pour s'inventer un avenir au-delà de sa dépendance aux hydrocarbures. Un jour historique. Les mots ne sont pas de nous, mais du Premier ministre lui-même. Ce jour-là, il a donné le coup d'envoi d'un projet minier majeur, celui de Ouadamizour. Quand on emploie des termes pareils, ça donne le ton. Ça montre que quelque chose d'important est en train de se jouer. Et attention, quand on parle de projet majeur, on ne plaisante pas. Regardez ce chiffre, 53 millions de tonnes. C'est l'estimation des réserves de zinc et de plomb. Sur ce total, 34 millions sont considérés comme exploitables. C'est juste gigantesque. On ne parle pas d'une petite mine là, on parle d'un futur pilier de l'industrie nationale. Et bien sûr, un projet de cette ampleur, ça ne sort pas de terre en un jour. C'est une vision sur le long terme. Le coup d'envoi est donné en 2026, mais pour que tout tourne à plein régime, il faudra attendre la fin de l'année 2028. C'est vraiment une stratégie qui se déploie étape par étape. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit très clairement, et ça résume toute la stratégie. Cette citation, elle nous dit que l'objectif est limpide, il faut préparer l'après-pétrole. Il s'agit de diversifier l'économie, de ne plus être aussi dépendant des revenus du gaz et du pétrole. Et ce projet minier, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Car le même jour, on apprend qu'une autre équipe partait au Niger pour faire avancer un autre projet colossal, le gazoduc transsaharien. On voit bien la double stratégie, d'un côté diversifier l'économie à l'intérieur du pays, et de l'autre consolider les partenariats stratégiques sur tout le continent. Voilà pour le côté construction, le côté avenir. Mais le journal de ce jour-là nous révèle une toute autre facette de la région, beaucoup plus tendue. Et là, le contraste est vraiment saisissant. Alors là, imaginez le coup de tonnerre. Ça fait 2 mois que la Coupe d'Afrique des Nations est terminée. Le Sénégal est champion, la fête est passée, et soudain, la Confédération africaine de football, la CAF, annonce qu'elle leur retire le titre. C'est une nouvelle absolument incroyable dans le monde du foot. Alors, tout le monde se demande, mais pourquoi ? La CAF invoque l'article 82 de son règlement. En gros, cet article punit une équipe qui abandonne en match. Sauf que, d'après les reportages, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Oui, l'équipe sénégalaise a bien quitté le terrain quelques instants en signe de protestation, mais elle est revenue, le match a continué, il est allé jusqu'au bout et le résultat a été validé. C'est là que réside toute l'incompréhension et la controverse. Et le plus fou, c'est que la critique la plus forte vient de l'intérieur même de la CAF. C'est un de ses propres membres du comité exécutif, Augustin Senghor, qui a qualifié cette sanction de « décision de la honte ». Quand la critique vient de si haut et de l'intérieur, ça en dit long sur la crise institutionnelle que ça a déclenchée. Donc évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Le Sénégal a immédiatement annoncé son intention de porter l'affaire devant la plus haute juridiction sportive, le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Le match se joue désormais sur le terrain juridique. Et les tensions, malheureusement, ne se limitent pas au sport. Le même journal nous plonge dans une escalade beaucoup plus dangereuse au Moyen-Orient. C'est un véritable engrenage. D'abord, une attaque ciblée qui tue un haut responsable iranien. La réponse de l'Iran est presque immédiate, avec des frappes de représailles. Et en réaction à ces frappes, l'armée israélienne se met en ordre de bataille pour une nouvelle offensive. C'est un cycle de violence qui semble ne jamais s'arrêter. Et les déclarations officielles ne font rien pour calmer le jeu, bien au contraire. La rhétorique du bureau du président iranien qui parle de persévérance et de victoire finale montre qu'il n'y a aucune place pour le compromis. On est dans un discours d'affrontement total. Bon, on a vu les grands projets, les grandes tensions géopolitiques, mais l'actualité, c'est aussi et surtout ce qui tisse la vie de tous les jours. Et le journal nous ramène à cette échelle plus humaine, avec ses drames et, heureusement, ses moments de solidarité. Et on commence par la nouvelle la plus sombre de la journée. Un drame terrible. Une famille entière, 7 personnes, des enfants aux grands-parents, retrouvés sans vie à son domicile. C'est d'une de ces informations qui arrête tout. Un rappel brutal que derrière les grands titres, il y a des vies humaines qui basculent. Mais juste à côté de cette tragédie, le journal nous montre un autre visage de la société. En plein mois de Ramadan, qui est un mois de partage, on trouve une histoire qui redonne un peu d'espoir.
une histoire de solidarité et d'entraide. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette solidarité s'organise aujourd'hui. Les associations caritatives utilisent les réseaux sociaux non plus seulement pour communiquer, mais comme un véritable centre logistique. Ça sert à tout, partager le travail des bénévoles, sensibiliser, guider les donateurs vers les points de collecte et surtout, mettre en relation ceux qui veulent aider avec ceux qui en ont besoin. C'est devenu un outil essentiel. Finalement, cette journée du 18 mars à Alger, c'est comme une photographie de notre époque. On y voit une nation qui se projette, qui bâtit son futur, mais qui est aussi prise dans les turbulences de son environnement. Et au milieu de tout ça, des histoires de vie, des drames et des élans de générosité. Ça montre bien à quel point tout est lié. Et ça nous laisse avec une question. Quelles sont les forces, visibles et invisibles, qui façonnent notre propre quotidien ?